Bonjour. Je m'appelle Simon Sapin. J'ai commencé il y a quelques mois un nouveau job chez Mozilla et malheureusement je ne fais plus beaucoup de Python. Et à la place je fais du Rust, donc je voudrais vous en parler un petit peu. Donc je bosse sur le projet Cerveau qui consiste à faire un nouveau moteur de rendu pour le web parallèle le plus possible. L'idée, c'est que dans les ordinateurs modernes, on a des processeurs qui ne sont plus de plus en plus rapides autant que dans les années précédentes, mais à la place, on a plusieurs cœurs qui exécutent du code en parallèle. Et pour en tirer parti, il faut écrire le code d'une certaine façon pour effectuer ces tâches en parallèle. Et l'architecture qui existe dans Firefox et dans les autres navigateurs qu'on utilise aujourd'hui, elle date de 10 ou 15 ans avant qu'on ait vraiment plusieurs cœurs dans les ordinateurs. Et c'est pas du tout prévu pour ça. Et c'est difficile de faire des choses en parallèle dans le code de Firefox. Donc l'idée de ce projet, c'est de partir depuis zéro, faire un nouveau moteur de rendu. On a récemment réussi à passer le test ACID 1 qui a été publié en 1998. Donc on a plus que 15 ans de retard sur le web. Voilà. Et tant qu'à faire, si on fait une nouvelle base de code, plutôt qu'utiliser C++ comme dans Firefox, on va utiliser Rust. On aurait pu utiliser Python, mais ce n'est pas forcément adapté pour faire un navigateur. Et donc Rust, c'est plutôt cool. C'est un langage qui se veut dit système, avec beaucoup de sûreté apportée par le compilateur et du contrôle bas niveau. Donc c'est avec typage statique, mais avec beaucoup d'inférences pour éviter d'avoir à répéter les types un peu partout. Ça émet du code natif, un binaire qui s'exécute sur le processeur directement. Il y a une librairie au runtime qui gère certaines fonctionnalités du langage, mais dont on peut éventuellement se passer. Et c'est un langage plutôt moderne où on a repris des idées venant de langage un peu partout. Donc c'est beaucoup plus plaisant à utiliser que C++, par exemple. Mais c'est aussi très jeune, donc le langage évolue encore. On n'est pas encore à une version 1.0, mais on va revenir sur ça un peu plus tard. Ça ressemble à ça. Donc même si c'est pas le plus important, on aime bien parler de syntaxe. Les points importants ici, c'est que, comme je disais, toutes les variables ont un typage statique déterminé par le compilateur. Mais on n'a pas besoin de les spécifier, même si on peut, ici, parce que c'est suffisamment peu d'ambiguïté pour que le compilateur puisse savoir que la première liste, elle contient des entiers, et la deuxième contient des chaînes de caractères. Les variables sont constantes par défaut, et il faut explicitement avoir le mot-clé mute pour avoir des variables mutables. Et ici, on a un itérateur, avec une méthode map qui donne un autre objet itérateur qu'on utilise dans la boucle for en dessous. Et il n'y a pas si longtemps que ça, Rust utilisait des boucles for un peu comme en Ruby où on passait un bloc, une fonction qui était appelée par la boucle. Et récemment, on a pu changer à un style plutôt comme Python avec des itérateurs qui ont une méthode next. Et ici, avec la fonction spawn, on va démarrer des micro-threads en quelque sorte, qui peuvent s'exécuter en parallèle. Donc, on appelle ça des tâches. Elles sont un peu plus légères que des threads qu'on a dans le système d'exploitation, dans le sens où on peut en avoir des dizaines, des centaines, et dans le runtime, on a un ordonnanceur qui va décider d'exécuter telle ou telle tâche sur un thread. Ces tâches, par défaut, elles ne partagent pas de mémoire, ce qui évite un tas de problèmes qu'on a dans l'architecture du code parallèle où on a des différentes tâches qui pourraient accéder en même temps à la même donnée et avoir des concurrents accès et des problèmes de déterminisme. Donc on évite tout ça en disant qu'aucune mémoire n'est partagée par défaut, et à la place, la manière idiomatique de faire est d'échanger des messages en utilisant des canaux. C'est aussi possible de partager la mémoire, mais il faut le demander explicitement, et c'est avec un accès protégé. Le langage met aussi beaucoup d'accent sur la sûreté.
dans le sens où beaucoup de choses qui sont dans C ou en C++, indéfinis, des comportements indéfinis qui peuvent faire n'importe quoi, vont être ici détectés par le compilateur, et soit le compilateur va refuser de compiler ce code-là qui n'est pas sûr, soit on va avoir, dans le cas de l'accès au vecteur, on va avoir au moment de l'exécution des vérifications explicites qui sont faites. Et par exemple, si on a un vecteur qu'on accède au-delà de la fin, en C, ça ferait un problème qu'on appelle buffer overflow, qui est souvent une source de vulnérabilité, de problèmes de sécurité. En Rust, il va y avoir une vérification explicite et la tâche va échouer. Et de même, le compilateur va interdire le code où on pourrait utiliser des variables non initialisées. Et de la même manière, par construction, les pointeurs ne peuvent pas être nuls. Donc ça évite tous les problèmes de pointeurs nuls qu'on a dans d'autres langages. Quand on fait un navigateur web, il y a plein de problèmes de sécurité qui peuvent se poser. Et parfois, il s'agit vraiment de problèmes en rapport avec ce qu'on fait, par exemple le vol de session ou l'échappement dans le HTML. Mais il y a aussi certaines classes de problèmes de sécurité qui sont juste liées à l'implémentation et au langage qu'on utilise, tels que les buffer overflow, les pointeurs nuls ou toutes sortes de problèmes qui sont liés au comportement indéfini en C et en C++. Et dans le cas de WebAudio, c'est une API qui a été ajoutée récemment dans Firefox. Il se trouve qu'il n'y a pratiquement pas de problème de sécurité qui est propre à WebAudio, mais les problèmes qu'on a eus étaient uniquement liés à des problèmes d'implémentation. Et on n'a pas encore fait ça en Rust, on n'en est pas encore là, on a beaucoup de retard à rattraper dans le cerveau. Mais WebAudio implémenté en Rust pourrait éviter par construction tous ces problèmes de sécurité. Alors, c'est pratique la plupart du temps d'avoir ces choses-là vérifiées par le compilateur, mais dans certains cas, on veut quand même pouvoir passer au-delà des contraintes et avoir du code qui pourrait, dans certains cas, ne pas être non sûr. C'est-à-dire que le compilateur ne peut pas vérifier que ça va être sûr, mais on va faire attention dans le code qu'on écrit à ne pas tomber sur le comportement indéfini. Et pour faire ça, on a dans le langage Rust des blocs dits unsafe qui sont nécessaires pour pouvoir utiliser certaines fonctionnalités du langage, notamment les pointeurs bruts, qui sont les mêmes pointeurs qu'en C, ne peuvent être utilisés que dans un bloc unsafe. Le cast pour transformer une variable dans un autre type est aussi dans ce cas-là. De même que les appels externes à des bibliothèques qui peuvent être écrits en C et qui ne sont pas vérifiés par le compilateur, et donc on n'a aucune garantie de sûreté. Et en plus de ça, on peut marquer des fonctions entières comme étant elles-mêmes unsafe, ce qui fait qu'elles ne peuvent être appelées que dans du code unsafe. Pour gérer la sûreté, on a plusieurs types de pointeurs. Le premier est le pointeur dit géré qui est derrière un garbage collector. Ça va être similaire à ce qu'on a en Python où on peut avoir plusieurs références vers le même objet et quand toutes les références disparaissent, cet objet va être libéré. Les différents types de pointeurs sont différenciés dans la syntaxe par un symbole qui précède le type. Le pointeur unique, qui est aussi connu comme type linéaire dans le monde académique. L'idée, c'est que une seule variable peut posséder ce pointeur, et quand on donne ce pointeur à quelqu'un d'autre, on ne peut plus l'utiliser. Et ça, c'est vérifié par le compilateur. Pour passer outre cette contrainte, on a ce troisième type de pointeur, qui est le pointeur emprunté, qui peut référencer n'importe quoi, y compris des pointeurs uniques, y compris des choses qui sont sur la pile et donc qui ont une durée de vie limitée. Et cette fois, le compilateur vérifie que le pointeur emprunté ne survit pas plus longtemps que l'original. Et en plus de ça, on peut avoir des notations de durée de vie pour indiquer au compilateur que ce pointeur-là dépend de la durée de vie de tel autre objet. De même, on a différents types de vecteurs qui sont équivalents à la liste en Python.
qui correspondent au type de pointeur. Et l'équivalent pour des listes du pointeur emprunté, on appelle ça une tranche, qui est représentée en mémoire avec un pointeur brut et la taille. Et un aspect intéressant, c'est qu'on peut prendre une tranche d'un vecteur existant, et ça consiste uniquement à construire un autre objet avec un pointeur et la taille, et on n'a pas forcément besoin de copier le contenu du vecteur. Donc on peut avoir un vecteur très grand, en prendre une moitié qui est toujours très grande, et juste indiquer cette partie-là avec un tout petit objet qui représente une tranche. En comparaison, en Python, quand on veut prendre la moitié d'une liste, par exemple, la seule manière de faire ça est de faire une copie avec une nouvelle liste. Le langage est encore en train d'évoluer. Il n'y a aucune garantie que le code que j'écris aujourd'hui va encore fonctionner dans le compilateur de la semaine prochaine. Et le compilateur Rust fait des releases tous les 3 mois environ pour les gens qui préfèrent plus de stabilité, mais elles correspondent uniquement à ce qu'on a dans la branche master à un moment donné. Et il n'y a pas, pour l'instant, beaucoup plus de temps qui est passé sur les releases. Et on espère faire une version 1.0 l'année prochaine, même si aucune promesse là-dessus, qui, elle, devrait apporter la rétrocompatibilité dans le sens où le code qu'on écrit va rester compatible avec les versions futures du compilateur. Et pour gérer ce problème-là dans Servo, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise la commande git submodule qui permet de référencer un autre dépôt git, dans ce cas-là le dépôt de Rust, à l'intérieur du dépôt Servo, et en particulier on référence un commit précis. Donc quand Rust est mis à jour avec des changements soit dans le langage, même si c'est de moins en moins fréquent, soit dans la bibliothèque standard, ça ne va pas immédiatement impacter Servo et on peut continuer d'utiliser la version dont on sait que ça fonctionne. Mais on va mettre à jour le submodule de temps en temps quand on veut profiter d'une nouvelle fonctionnalité qui a été ajoutée à Rust ou une correction de bug. Ce qui malheureusement arrive régulièrement, et donc on est obligé de passer du temps à porter le code pour les changements du langage. Pour faire un petit peu en arrière, je voudrais parler un moment de la théorie des types. Si on a un tas de types de données différents, on peut faire plein de choses avec, et en particulier, on peut faire de la composition pour, à partir de types de base, construire des types plus complexes. Il y a 2 manières fondamentales de faire de la composition. La première qu'on appelle dans la théorie, on appelle ça un type produit. Ça consiste simplement à avoir 2 choses et les mettre ensemble, ou avoir plusieurs choses et les mettre ensemble. En C ainsi qu'en Rust, on a des types struct pour faire ça. En Python, on a plein de manières de le faire. Et de manière générale, le type produit, c'est quelque chose qui est bien connu et bien compris, donc il n'y a aucun problème par rapport à ça. L'autre manière fondamentale de faire de la composition est appelée le type sum, où à partir de plusieurs types, on va construire quelque chose qui est soit l'un, soit l'autre. L'exemple typique qu'on a dans la documentation, ça va être une forme qui est soit un rectangle, soit un cercle, par exemple. Ici, j'utilise un plus et un fois, mais c'est juste une notation. Ce n'est pas des nombres qu'on manipule, c'est vraiment des types. Mais malgré ça, avec une somme et un produit qui ont des propriétés intéressantes, on peut construire ce qu'on appelle une algèbre, qui ressemble beaucoup à celle qu'on connaît sur les nombres. On peut faire un tas de choses intéressantes avec, mais voilà, ce n'est pas l'objet de cette présentation. Pour faire des types sum en C, on utilise typiquement ce qu'on appelle une union taguée. Alors, l'union en langage C est un peu comme une struct avec plusieurs membres, sauf que chaque membre est stocké au même endroit en mémoire. Et il appartient au programmeur de savoir lequel des membres est approprié et lequel est-ce qu'il faut accéder. Donc typiquement, c'est utilisé avec un discriminant qui est la variable kind dans ce cas-là, qui indique quel est le membre qu'il faut utiliser. Donc ici, comme je disais tout à l'heure, on a une forme qui est soit un cercle, soit un rectangle. Et il faut vérifier lequel on a avant d'accéder aux données qui sont dedans. Mais rien n'empêche
rien dans le compilateur n'empêche le programmeur d'avoir un cercle et d'accéder au point en bas à droite du rectangle, alors que ce n'est pas un rectangle. Dans ce cas-là, c'est que des nombres flottants, donc ça ne devrait pas exploser. Mais avec des types de tailles différentes, on peut éventuellement se retrouver à lire des zones de mémoire qui ne sont pas initialisées et tomber sur les comportements indéfinis de C qui peuvent causer des problèmes de vulnérabilité. L'équivalent en Rust, c'est le type enum, qui, contrairement au enum de C qui est juste un ensemble de valeurs, ici, chaque variante peut contenir des données. Donc là, le cercle est composé d'un point qui est le centre et d'un rayon, et le rectangle, supposant qu'il est aligné aux axes, est indiqué seulement par 2 points. Donc c'est intéressant comme type de données, mais ce qui est plus intéressant, c'est la manière d'y accéder. En plus du if conditionnel et des différentes loops qu'on a, des différentes boucles qu'on a dans les langages de programmation, Rust a une phrase match qui permet de faire plein de choses à la fois. C'est un peu comme le switch case de C dans le sens où ça va exécuter seulement une des branches de code. Mais en plus de ça, ça fait de la déconstruction, c'est-à-dire que ici, on va assigner chacun des membres du cercle ou du rectangle à des variables. De la même manière qu'en Python, on peut assigner à un tuple pour accéder au contenu et assigner chaque valeur d'un tuple à différentes variables. Et en plus de ça, ça fait du pattern matching où on peut différencier un cercle de rayon 0 et les autres cercles dans ce cas-là. Et tout ça combiné dans le même élément de langage. Donc ça permet de faire toutes sortes de choses. Tout à l'heure, je disais que les pointeurs ne peuvent pas être nuls. Et la manière typique de contourner ce problème-là en Rust, quand on veut avoir des choses qui sont optionnelles, est le type option, qui est soit rien du tout, soit quelque chose. Et le quelque chose, dans ce cas-là, est générique. C'est-à-dire que quand on utilise une option, ça va être avec un type précis. Mais on peut avoir du code qui utilise option qui est générique sur n'importe quel type. Et en particulier, la représentation en mémoire des enums n'est pas définie, et ça permet au compilateur d'optimiser certains cas. Par exemple, une option qui contient un pointeur, on peut utiliser le pointeur nul comme discriminant pour séparer le cas none du cas somme. Et finalement, on a en mémoire la même représentation qu'un pointeur qui peut être nul. En Python, pour faire des types somme qui peuvent être soit quelque chose, soit autre chose, on va avoir dans Python 3.4 un type enum qui est rajouté, mais malheureusement qui est limité à la même chose que fait C, c'est-à-dire c'est simplement une suite de valeurs fixes qui ne peuvent pas contenir des données. On peut aussi faire du typage dynamique. Dans le cas d'option du slide précédent, on a l'objet none en Python qui est très facile à tester. On peut faire if une variable is none ou is not none et exécuter du code différent en fonction de ça. La manière typiquement orientée objet est d'avoir une hiérarchie de classes avec une classe de base pour la forme et une classe qui hérite de ça pour faire un cercle ou un rectangle. Mais si on veut, en dehors de ces définitions de classe, avoir du code qui exécute quelque chose de différent en fonction du type, on se retrouve à utiliser la fonction isInstance, où dans certaines de mes bibliothèques, j'ai mis un attribut de classe qui s'appelle type sur mes classes, ce qui n'est pas très élégant comme système, mais qui me permet d'écrire du code plus concis, je trouve. Ou bien, ça m'est arrivé aussi de faire des tuples qui contiennent des chaînes de caractères pour indiquer le discriminant de cette manière. Et aucune de ces solutions, je trouve, est très satisfaisante par rapport au enum de Rust et au match, qui permettent de faire plein de choses à la fois. Donc j'aimerais vous demander, est-ce qu'on peut faire mieux en Python? Est-ce qu'il y a une autre manière de faire dans les versions actuelles de Python? Ou bien est-ce que ce serait intéressant de discuter pour ajouter à Python un nouveau statement comme le match de Rust qui ferait du dispatch, du pattern matching et de la déconstruction tout à la fois? Voilà.
Donc si vous voulez discuter de ça, ou si vous voulez discuter de Rust ou d'autres choses, je serai là tout ce week-end. Merci. Fonctionne. Simple petite question. Serait-il possible d'avoir la possibilité d'avoir un design par contrat dans Rust comme c'est fait avec le D et que ça soit désactivé par exemple au moment de la compilation en production et non pas en debug? Un design par contrat? Oui. C'est-à-dire? Avoir des préconditions, post-conditions et des invariants. Le système de type permet d'encoder des conditions sur les structures de données. Mais je ne sais pas si c'est ce que tu veux dire. Alors, en fait, c'est pour pouvoir vérifier qu'une variable qui est passée directement à une fonction puisse se trouver dans un certain domaine de valeur et ne puisse pas en sortir. Le style des invariants, c'est de vérifier que durant toute la vie d'un objet, les éléments qui se trouvent à l'intérieur de l'instance se trouvent toujours dans ce domaine et ne soient pas externes. Par exemple, vérifier en permanence que, par exemple, l'âge d'une personne n'est jamais négative, mais toujours positive. À part le cas particulier de positif ou négatif, où on a des types différents pour des entiers signés ou non signés, il n'y a rien dans Rust pour faire ça de manière générale. Pas que je sache. Parce qu'en D, il y a moyen de faire la même chose, et c'est activable au moment de la compilation en disant voilà, maintenant c'est en mode production, on le désactive, si on est en mode debug, c'est actif. D'accord. Mais ça peut être intéressant. Si tu veux discuter de développement de langage sur la liste Rust. Dans Python 3.4, il y a un truc qui s'appelle single dispatch où on peut avoir plusieurs implémentations d'une même fonction et selon le type en entrée, on a un comportement différent. Oui. C'est pas aussi puissant que match, mais ça répond partiellement à ce problème-là. Oui, mais partiellement, c'est exactement là où je veux en venir. C'est-à-dire qu'en Python, on a de la déconstruction de tuples, on peut assigner un tuple. On a du single dispatch comme ça, on a des enums, mais c'est pas tout ensemble comme le match de Rust et je me demande si ce serait intéressant de rajouter quelque chose. Y a-t-il d'autres questions? J'aimerais juste savoir s'il est facile d'appeler Rust depuis Python ou l'inverse, ou si c'est en projet. Alors c'est possible, quand on écrit une fonction en Rust, par défaut elle va avoir la convention d'appel de Rust et donc peut être utilisée par d'autres codes Rust, mais c'est possible de spécifier une ABI-C pour faire en sorte que cette fonction soit, vue de l'extérieur, elle ressemble à une fonction écrite en C, et elle va être appelée de la même façon. Et donc on peut avoir une fonction en Rust qui est appelée à partir de code C, on peut aussi faire l'inverse. En plus de ça, en Python, on a des outils comme ctypes ou cffi qui permettent d'appeler des fonctions écrites en C depuis Python. Et en utilisant les deux ensemble, je ne l'ai pas testé, mais j'imagine que ce serait possible de faire ça. Et dans CFFI aussi, on a la possibilité d'avoir des callbacks pour avoir des appels dans les deux sens. J'avais une question en fait un peu liée à ça. Donc j'avais essayé un peu de jouer avec Rust et justement de voir si on peut appeler depuis Python, créer une petite extension en Rust qu'on appelle depuis Python. Ouais. Donc le basic ça marche, mais à l'époque j'avais essayé il y a 6 mois. Très vite on est bloqué parce que Rust avait besoin encore d'une runtime et donc on avait des stack faults parce que j'imagine que ça utilisait le système runtime de Rust qui n'était pas compatible avec la runtime de Python. Je sais qu'il y a des efforts pour faire un Rust sans runtime. Oui. Et où est-ce que ça en est aujourd'hui? C'est toujours un peu expérimental, mais en fait, tout ce qu'on fait en Rust est un peu expérimental. Ok. Et, donc oui, il y a des efforts pour faire ça. Il y a un projet qui existe pour faire un noyau de système d'exploitation qui boot écrit entièrement en Rust, ou un module de noyau Linux. Et ces deux-là fonctionnent sans runtime. Donc oui, ça existe et ça évolue assez rapidement. Non. Désolé.
Sur le sujet du support du pattern matching en Python, il y a un projet dont j'avais vu passer il y a quelques temps qui s'appelle MacroPy, qui concerne l'implémentation de macros à la Lisp en Python, donc des transformations source level au moment de l'import. Et ça permet d'implémenter pas mal de choses rigolotes, et notamment ils implémentent des types algébriques et du pattern matching avec ça. J'ai pas joué avec, mais c'est à regarder. MacroPy. Merci. Est-ce qu'il y a encore une dernière question? Non, merci Simon pour cette présentation.